Louis XIV et la guerre, donc on a quatre éminents historiens qui vont évidemment, suivant ce qui est désormais devenu un rituel, faire une intervention liminaire d'une dizaine de minutes, même un peu plus s'ils le veulent, un moment d'échange entre nous cinq et surtout entre quatre, qui leur permettra à la fois de préciser des choses qu'ils auront juste évoquées, peut-être d'en évoquer de nouvelles, avec évidemment toujours la frustration qu'il faut anticiper de chercheurs qui passent leur vie sur des thèmes qu'ils sont obligés de vous présenter en quelques micro-minutes. Donc c'est toujours, je crois, un exercice un peu difficile pour eux. Il n'y a pas vraiment d'ordre, je ne sais pas, peut-être Hervé de Révillon, est-ce que vous accepteriez de donner un cadre un petit peu général au thème de la soirée, c'est-à-dire Louis XIV et la guerre? En gros, pour l'opinion commune, Louis XIV a été un grand roi, le faste de la cour, Versailles, l'autorité royale, et en même temps, les épopées militaires, quelquefois hasardeuses, beaucoup de défaites, une manière de ruiner le pays ou de le laisser exsangue. Et finalement, si j'ai mes souvenirs de cours d'histoire, en gros, Louis XIV a été un grand roi, mais n'a-t-il pas trop fait la guerre? Alors, c'est son aveu, évidemment, sur son lit de mort, alors qui est un aveu tout à fait réaliste, puisque en moyenne, c'est une année sur deux de son règne qui est passée à faire la guerre. Et donc, en effet, le règne de Louis XIV, c'est le moment quand même où la mobilisation du royaume pour faire la guerre prend une dimension tout à fait inédite, qu'on n'avait jamais observée jusqu'à présent. Si on s'en tient à un critère assez simple, qui est le critère des effectifs militaires, par exemple, quand Louis XIV débute son règne, l'armée, c'est environ, en temps de guerre, 100 000 hommes. Il n'y a quasiment pas d'armée permanente. Il y a un petit noyau de 10 000 hommes à peu près qui constituent les troupes de la maison du roi, les mousquetaires, les gardes du corps, etc., les gardes françaises. Quand Louis XIV mène son effort de guerre au maximum, mettons dans les années 1690, là on est passé à une armée qui fait à peu près 500 000 hommes. Donc, vous voyez la proportion de l'augmentation. Dans un royaume qui est peuplé de 20 millions d'habitants, si on fait une comparaison assez rapide, on considère souvent que les guerres de la Révolution française, avec la levée en masse, ont été des guerres de masse. Eh bien, regardons les effectifs. La levée en masse en 1793 amène à l'armée 750 000 hommes, mais très vite, en quelques mois, on redescend à 450 000. La moyenne sur les guerres révolutionnaires de l'armée, des effectifs militaires, c'est 450 000 hommes, autant que sous Louis XIV. Sauf que, sous la Révolution française, la population française était passée à 28 millions d'habitants. De sorte qu'on peut dire que l'effort de guerre à la fin du règne de Louis XIV est supérieur à ce qu'il a été sous la Révolution française. Donc ça, c'est un fait tout à fait notable. Pour réaliser cet effort de guerre, Louis XIV construit un outil militaire, là aussi, totalement inédit. Jusqu'à présent, on levait une armée quand on avait besoin de le faire. Il y avait peu de professionnels de la guerre. Alors, certains, lorsqu'ils voulaient faire carrière dans l'armée, étaient obligés de jouer des coudes. Je pense à D'Artagnan. Et D'Artagnan, toute sa carrière, il a été obligé de se vendre aux plus puissants. À Mazarin, à Colbert, puis à Louis XIV. C'était la seule façon de faire carrière. C'était exceptionnel, parce que l'armée n'était pas suffisamment importante pour offrir des opportunités de carrière, comme disent les Anglais. Louis XIV a donc construit une armée permanente. Une armée permanente composée d'un très grand nombre d'hommes et d'un très grand nombre d'officiers. C'est à peu près 20 000 officiers dans les années 1690. Et gérer cette armée-là, ça veut dire nécessairement la mise en place de procédures administratives, d'un appareil administratif qui va permettre de gérer l'armée. Louvois, le secrétaire d'État de la guerre, au début de sa carrière, dans les années 1660, aurait presque pu connaître personnellement tous les capitaines. En plus, il avait une capacité de travail extraordinaire. Mais dans les années juste avant sa mort, il meurt en 1691, c'était devenu impossible. Il a donc fallu inventer des procédures
automatique, administrative. C'est là qu'on a aussi inventé l'administration moderne. Ce sont les officiers de l'armée de Louis XIV, par exemple, qui ont inauguré un système de promotion à l'ancienneté ou au mérite. C'est encore comme ça qu'on est promu dans la fonction publique aujourd'hui. C'est pour les officiers de Louis XIV qu'on a inventé les états de service. On vérifie les étapes de leur carrière, on les note, on leur attribue des appréciations, etc. Donc ça, c'est le premier élément considérable, c'est-à-dire c'est la transformation d'une armée en une armée de métier, et donc avec tout l'appareil administratif qui va avec. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que cette armée de métier, elle recrutait des volontaires, et puis les volontaires ont fini par manquer. Et donc on a inventé cet autre fait majeur dans l'histoire de France en 1688. Louvois, le secrétaire d'État de la guerre, met en place la milice royale. La milice royale, c'est le service militaire obligatoire. On tirait au sort dans les campagnes, parce que c'était souvent des paysans qui étaient astreints à ce service-là, parce que les bourgeois arrivaient toujours à se faire exempter, les nobles l'étaient par nature. Donc un système de service militaire obligatoire qui n'a pas du tout été marginal. Cette milice que l'on a mise en place sous Louis XIV, elle s'est prolongée tout au long du XVIIIe siècle. Et par ailleurs, au XVIIIe siècle, cette milice faisait que l'on entrait dans l'armée, y compris en temps de paix. 10 000 hommes étaient levés au titre de la milice chaque année et demie à peu près. Donc le service militaire obligatoire, d'une certaine façon, c'est aussi Louis XIV qui l'a mis en œuvre. Donc vous voyez, le royaume se mobilise. Et au-delà des hommes, c'est aussi une économie qui doit se mettre au service de la guerre. C'est la naissance des manufactures royales pour fabriquer des armes, des uniformes. N'oublions pas que l'industrie textile est la première activité économique du royaume. Donc une mobilisation économique tout à fait considérable. Et puis, enfin, pour entretenir ces armées considérables, il faut le nerf de la guerre, bien évidemment, il faut l'argent. Et l'argent, c'est l'impôt. Et donc Louis XIV a fait comme tous ses prédécesseurs et comme le feront tous ses successeurs, il a dû inventer de nouvelles formes de fiscalité. Alors, il n'est pas allé suffisamment loin au goût de l'un de ceux qui poussaient à la réforme, je pense à Vauban, qui aurait voulu tout simplement que Louis XIV mette en place l'impôt sur le revenu. N'oubliez pas que l'impôt sur le revenu a été mis en place en 1913 pour soutenir l'effort de guerre. Il y a un lien très intime entre guerre et fiscalité. Donc, Louis XIV développe un certain nombre de réformes fiscales, il met en œuvre la capitation, l'impôt du dixième, etc. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'État monarchique est encore, à de nombreux égards, un peu archaïque. Et donc, notamment, ce système fiscal est un système inégalitaire. Et ce sont, en gros, ceux qui ont le moins de capacité qui payent le plus. Et donc, Vauban est de ceux qui poussaient à la réforme parce que Vauban avait compris ce fait majeur, qui est que la guerre, ça n'est pas seulement une affaire de militaires, ça n'est pas seulement une affaire de soldats, de combats, de sièges, c'est l'affaire de tout le royaume. Et donc Vauban est celui qui dit au roi: Sire, si vous voulez faire la guerre, d'abord commencez par compter le nombre de vos sujets pour savoir combien de soldats vous pourrez recruter. Parce que Vauban était en permanence soucieux de ce fait majeur qui était que la guerre ne devait pas dépasser les capacités du royaume. Et ça, c'est le reproche qui a été fait à Louis XIV, et en particulier par Fénelon, en 1694, qui lui envoie une lettre, qui lui écrit une lettre absolument terrible, c'est un réquisitoire contre la guerre, et Fénelon accuse le roi d'avoir développé une ambition personnelle qui est devenue un facteur et qui fait que le roi est devenu le prédateur de son royaume. Et cette façon de voir les choses, de montrer que finalement l'effort de guerre est devenu totalement disproportionné aux dispositions et aux capacités du royaume, devient à la fin du règne un élément tout à fait déterminant. Et je termine sur un point. Louis XIV lui-même, avant même sa confession sur son lit de mort, j'ai trop aimé la guerre,
Louis XIV lui-même en prend conscience en 1709. En 1709, nous sommes au mois d'avril, on parle de paix. La France est épuisée. Elle a traversé une série de désastres militaires. La bataille de Ramillies, Hochstätt, le siège de Turin, tout ça, ce sont des désastres. Alors que, jusqu'à présent, les armées françaises étaient souvent, presque toujours, victorieuses. Là, les revers s'accumulent. Louis XIV est acculé. Il négocie la paix avec les Alliés qui lui offrent des conditions de paix tout à fait désavantageuses. Et Louis XIV les refuse. Et au moment où tout le royaume croit à la paix, Louis XIV annonce qu'il va relancer l'effort de guerre. Et là, chose tout à fait inédite, Louis XIV écrit aux Français et fait lire dans les paroisses une lettre adressée aux Français dans laquelle il appelle à un véritable effort qu'on pourrait presque qualifier, en faisant attention aux anachronismes, mais un effort de mobilisation nationale. Pour la première fois, le roi se justifie devant ses sujets de sa décision de reprendre la guerre. Il en appelle aux efforts des Français, à leur engagement et à leur capacité à soutenir la guerre. C'est tout à fait nouveau. C'est la première fois qu'un roi de France, et ce n'est pas n'importe lequel, un roi absolu, et éprouve la nécessité de se justifier devant ses sujets. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'effort de guerre a contribué, aussi bien chez des penseurs comme Vauban, mais il n'est pas le seul, que, je dirais même dans l'esprit du roi, a contribué à l'émergence du sentiment que, à côté de la volonté du roi, il existait une entité, quelque chose qui est le royaume de France et qui a ses intérêts propres et qui a ses respirations propres. C'est ce que dit Vauban à longueur de ligne. Sire, soyez attentifs à ce qu'est votre royaume, à ce qu'il est, à ce qu'il peut faire. Et donc, on prend conscience de l'existence de ce royaume. C'est la raison pour laquelle certains historiens pensent que le règne de Louis XIV a été un moment dans l'émergence d'une forme de sentiment national, c'est-à-dire l'idée de l'existence d'une communauté irréductible à la volonté du roi. Et c'est la guerre qui l'a fait advenir. Merci beaucoup pour cette première intervention. Jean-Philippe Sénat, deux choses. On vient d'entendre le nom de quelques batailles qui ont été des défaites. Donc, Louis XIV, grand roi ici à Versailles, mais piètre stratège et piètre militaire. Pourquoi autant de défaites et comment vous pourriez dresser le portrait du roi comme chef de bataille ? Donc pour la situation de Louis XIV à la tête des armées, Louis XIV a quand même passé pas mal d'années, en tout cas plusieurs campagnes à la tête de ses armées, donc il a été bien présent. Et la dernière fois qu'il va sur les champs de bataille, ça se passe en 1693, donc c'est quand même assez tard dans le règne, il a une cinquantaine d'années. Et par contre, il ne faut pas se méprendre sur le rôle du roi à la tête de ses armées. Ce n'est pas Henri IV chargeant à la tête de la cavalerie pendant ce temps-là. Hein. Donc là, il y a un gros dilemme en fait à cette époque-là sur quel doit être le rôle du roi. Est-ce qu'il doit aller à la tête de ses armées déjà ? Ça reste quand même la guerre. La guerre, c'est dangereux. On peut y mourir. Il y a eu des désastres aussi, des captures de rois de France au cours de l'histoire de France. Par exemple, François Ier. Et donc face à ça, on préfère assurer un petit peu plus la sécurité du roi. Mais d'un autre côté, pour des raisons de légitimité, de propagande, le roi est quasiment obligé quand même de se montrer à la tête de ses armées pour montrer que justement c'est un roi de guerre qui ne craint pas la guerre, au contraire, qui la recherche pour sa propre gloire. Donc du coup, on va essayer de trouver un sorte de compromis pour que la sécurité du roi ne soit pas mise en danger et qu'il puisse exercer aussi cette fonction de roi de guerre. Et donc on va considérer que le roi doit aller sur le champ de bataille, mais ne pas participer au combat. Et d'ailleurs, Louis XIV ne va jamais participer à aucune bataille. Et en fait, même la présence du roi va même bloquer, je dirais, chez les généraux, l'envie de mener une bataille. Il y a un épisode assez célèbre qui se passe en 1676, c'est la séance d'Heurtebise, ça se passe le 10 mai. Le roi de France est face à l'armée des Alliés, dirigée par le prince Guillaume d'Orange. Et là, les Français ont une très bonne occasion de remporter une belle victoire face à leur rival. Donc un conseil de guerre a lieu à ce moment-là. Et tous les généraux, il y a Louvois qui est présent, il y a le maréchal de Schomberg, enfin le futur maréchal de Schomberg,
Il y a le maréchal de Lorge aussi, futur maréchal. Et donc Louvois dit non, il ne faut surtout pas mener bataille parce que la sécurité du roi est en danger, donc il vaut mieux être prudent. Tous les autres généraux sur place disent la même chose. Vauban fait même exprès une lettre qu'il envoie depuis Versailles pour dire il ne faut surtout pas se battre. Et le seul qui dit pourrait peut-être tenter l'occasion, c'est Lorge. Donc le roi, finalement, se rallie à l'avis général et la bataille n'est pas livrée. Et on sait que Louis XIV, plus tard, a beaucoup regretté de n'avoir jamais livré cette bataille. C'est une sorte de regret de ne pas avoir eu sa grande victoire sur le champ de bataille. Et donc, un autre compromis va être passé, c'est que finalement, si on ne peut pas livrer bataille en présence du roi, parce que ça pose des problèmes aussi de stratégie, eh bien, il vaudrait mieux que le roi vienne surtout pour la guerre de siège. Là, pendant un siège, il n'y a plus trop de danger pour le roi. En plus, on a quasiment une victoire qui est assurée dans cas de siège. Si on a bien préparé les choses, si on a des gens aussi talentueux que Vauban, normalement, le siège, la place devrait tomber d'ici un nombre de jours calculé. Et donc, c'est une victoire assurée à peu de frais, en quelque sorte. Et donc, là, on retrouve le dogme, en quelque sorte, qu'une armée dirigée par le roi est forcément invincible. Donc, pour la propagande, c'est une meilleure chose aussi. Et donc, Louis XIV va en fait surtout participer à des grands sièges. Parfois, il vient même juste à la fin d'un siège pour y assister à la prise de la ville et après, il repart à Versailles. Donc, ça permet de jouer son rôle et en même temps de ne pas prendre du tout de risques sur son plan personnel. Alors, on a parlé de Louis XIV, chef militaire. On pourrait peut-être évoquer, alors évidemment, c'est un long chapitre, mais pourquoi a-t-il fait la guerre et par quel mécanisme, finalement, la décision de faire la guerre se prend-elle ? Louis XIV, dès sa prise du pouvoir personnel en 1661, cherche en quelque sorte dans ces années-là, après dans les années 1660, à faire une grande guerre en quelque sorte pour s'illustrer, puisque finalement les années précédentes, certes la France a été victorieuse, mais je dirais que c'est plutôt quelque chose qu'on attribue plutôt au mérite de Mazarin, et donc pas à lui personnellement. Donc au début du règne, Louis XIV cherche des occasions de conflit. Donc il va en trouver au cours de la guerre de la Dévolution qui se passe en 1667-68 et ensuite plus tard il va relancer encore un autre conflit face aux Hollandais entre 1672 et 78. Bon, après par contre je dirais que Louis XIV commence à être un peu plus rassasié de conquêtes, même s'il poursuit dans les années 1680 ce qu'on appelle les politiques de réunion, donc il y a une politique un peu particulière parce qu'on est en pleine paix. Et Louis XIV, qui n'est pas satisfait des traités de paix suite à la guerre de Hollande, décide que par des recherches juridiques, on va annexer en pleine paix des places qui dépendent des anciens traités, donc des anciennes annexions françaises. Donc du coup, ça permet de grignoter toutes les frontières nord-est de la France, notamment vers la Lorraine, vers les Pays-Bas espagnols, et de acquérir de nombreuses places supplémentaires. Donc c'est un procédé qui évidemment choque toute l'Europe dans les années 1680. Il va retourner toute l'opinion et pratiquement va faire que la France va se retrouver complètement isolée en Europe dans les années 1680. Et donc tout cela va aboutir à une nouvelle guerre, mais cette fois-ci c'est une guerre qui n'est pas spécialement voulue par Louis XIV, c'est la guerre de l'Aigle d'Augsbourg qui se déroule entre 1688 et 97, donc où la France se retrouve quasiment seule face à toute l'Europe. Et elle finit par tenir parce que l'armée française reste d'une très bonne qualité, on a encore des généraux d'un très bon niveau là encore, et suite à cela, la France fait presque une paix blanche parce que Louis XIV préfère apaiser un petit peu les relations internationales en vue de l'autre grande guerre qui se prépare, qui est la guerre de succession d'Espagne. Et donc là aussi, c'est la dernière guerre du règne, c'est celle qui va se passer le moins bien pour les armées françaises, parce que même si au départ, finalement, elle s'était plutôt bien déroulée. On peut même considérer que c'est une des guerres qui finalement était peut-être une des plus légitimes pour Louis XIV, puisque Louis XIV était le premier héritier de l'héritage espagnol. Donc, puisque le roi d'Espagne, Charles II, qui vient de mourir en 1700, a nommé un petit-fils de France comme héritier. Donc là, c'est une bonne légitimité. C'est pas du tout comme les guerres voulues par Louis XIV au début du règne, où la légitimité est plus que douteuse. Et au départ, la France est en bonne position. Elle se retrouve plus seule, elle est alliée avec l'Espagne, avec toutes ses possessions, c'est pas rien du tout, même si l'Espagne de la fin du XVIIe, début XVIIIe n'a plus la splendeur du début du XVIIe siècle. Elle est aussi alliée avec la Bavière, et elle enchaîne au départ les victoires. Mais on va avoir toute une série de revers militaires qui vont s'enchaîner entre 1704 et 1708, alors qui sont dus à des généraux beaucoup moins talentueux à ce moment-là.
Donc, le plus célèbre est peut-être le maréchal de Villeroy, qui est un des favoris de Louis XIV, mais qui brille plutôt pour son incompétence que par ses talents militaires, et qui va être à l'origine, par exemple, du désastre de Ramillies en 1706 dans les Pays-Bas. Suite à cela, la France perd tous les Pays-Bas espagnols d'un coup. Un autre général, le maréchal de la Feuillade, lui échoue devant Turin, et ce qui fait perdre toute l'Italie la même année en 1706. Donc du coup, la France se retrouve en position plus défensive, et en 1708, nouveau désastre, c'est la bataille d'Audenarde, donc qui, là, encore, fait reculer les frontières dans le nord de la France, quoi. Mais heureusement, comme l'a dit Hervé Drévillon, il y a un sursaut à partir de 1709 qui permet de rétablir un petit peu la situation à la fin du règne. On a cité Vauban. Il est certain que dans la trilogie imaginaire, Louvois, Colbert, Vauban, ce sont les personnages qui permettent de définir finalement quelque chose d'essentiel dans le règne de Louis XIV, autant dans l'administration, dans cette sorte de... J'ai été sensible à ce que vous disiez, d'esquisse de ce que va être l'idée de nation, même si évidemment c'est totalement anachronique d'en parler encore. Vauban joue un rôle très important dans la stratégie militaire de Louis XIV. Vauban n'est pas forcément un des stratèges les plus influents auprès du roi. Effectivement, il est consulté évidemment dès qu'il y a un enjeu pour attaquer une place forte, puisque c'est le meilleur spécialiste de l'époque et du siècle sur ces questions-là. Donc à ce moment-là, dès qu'il y a un siège qui est en vue, Vauban est effectivement consulté. Mais je dirais qu'il y a d'autres... le roi consulte un large panel de généraux qui vont commander sur le terrain. Donc ça peut être dans les premières années, ça va être des gens comme Turenne ou Condé qui peuvent être consultés. Plus tard, ça va être d'autres maréchaux comme le maréchal de Luxembourg, ou à la fin du règne, quelqu'un comme Villars ou éventuellement Vendôme. Ou un autre conseiller militaire qui va jouer un grand rôle auprès de Louis XIV, c'est Chanlay. Donc, qui est quelqu'un qui a une fonction au départ assez secondaire. Il est maréchal général des logis, c'est une sorte de chef d'état-major d'armée, mais qui va s'illustrer auprès des différents généraux qu'il a servis et aussi auprès de Louvois. Et donc, il va gravir assez rapidement les échelons, ce qui fait que dès la fin de la guerre de Hollande, il est en contact avec le roi et le roi apprécie ses talents. Et donc, Chanlay va devenir, après la mort de Louvois, une sorte de ministre de la guerre bis, en quelque sorte, puisqu'il n'a jamais eu de titre de ministre de la guerre. C'est un peu le stratège, le conseiller personnel de Louis XIV, qui va rester de plus en plus à Versailles, ne plus aller sur le terrain, et suivre l'évolution de la situation, avec le roi lui donnant des conseils, rédigeant tout un tas de mémoires stratégiques qui vont influencer cette décision à ce moment-là. Juste une chose, c'est vrai que Vauban ne fait pas les plans de campagne, il a une influence mineure sur ce plan. En revanche, c'est lui qui conçoit le système dans lequel ces campagnes vont se développer. C'est le système du précaré, et donc c'est lui qui en est véritablement le théoricien, le concepteur, et à partir du moment où cette ceinture de fer est mise en œuvre, ça devient l'élément majeur qui définit la politique, et je dirais même pour plusieurs siècles. C'est-à-dire que de Vauban à la ligne Maginot, vous avez une continuité dans la façon de penser la défense du territoire. Vauban est celui qui territorialise les enjeux de la guerre. Arnaud Guigné, on va peut-être faire un focus sur la figure du soldat, puisque on a dit que cette répétition finalement des guerres faisait de la guerre un horizon familier finalement pour la population. Et le soldat, comment vit-il et quel rapport a-t-il avec l'autorité militaire, avec l'autorité royale, qui est évidemment inaccessible pour le simple soldat? Parlez-nous un petit peu de cet aspect-là des choses. Et alors, tout à fait, effectivement, Hervé Drévillon le soulignait tout à l'heure, il y a un accroissement extraordinaire des effectifs à l'époque. Il faut savoir qu'il y a quelques décennies, donc Pierre Goubert parlait de Louis XIV et 20 millions de Français en voulant centrer sur ces Français qui étaient ignorés face à la figure prépondérante du roi Soleil. Aujourd'hui, on pourrait parler de Louis XIV et 500 000 soldats, en comptant 200 000 actifs, 300 000 vétérans, et auxquels il faudra ajouter les forces de la milice, qui fait encore une population plus importante. Il y a entre 5 et 10% de la population masculine qui passe dans les rangs de l'armée sous le règne militaire de Louis XIV. Ce qui est intéressant pour cette figure du soldat, c'est que sa position évolue sous le règne de Louis XIV à la fois vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la nation. Alors, comment est-ce qu'on le voit ? On le voit à travers différents phénomènes. Le premier, c'est la question du recrutement. Ce recrutement des soldats, à l'époque, il est traditionnellement vu comme le recrutement de la lie de la population. Grosso modo, c'est la populace qui serait devenue soldatesque, on va dire.
André Corvisier a montré que tel n'était pas le cas, que le soldat à l'époque tient de la nation et que les soldats ne sont pas tous des démunis, pauvres et complètement abandonnés. Il n'en reste pas moins que cette idée, cette opinion présente dans l'opinion, elle a des fondements qui tiennent notamment aux méthodes de recrutement. Alors quelles sont les méthodes de recrutement de l'époque ? Elles fondent essentiellement le recours au volontariat, c'est-à-dire que, on reviendra sur la coercition, mais le soldat de l'armée de ligne est recruté sur la base du volontariat. Il y a 2 systèmes à partir de là qui sont possibles. Le premier, c'est ce qu'on appelle le recrutement seigneurial. Grosso modo, c'est un officier qui va sur ses terres recruter des paysans locaux avec lesquels il a des liens d'attache, on va dire. C'est un système de recrutement qui a un rôle de moins en moins fort dans la fourniture des effectifs. L'autre système qui existe, c'est ce qu'on appelle le racolage. Le racolage, il part sur le principe qu'il y a une grande masse de potentiels soldats dans les villes, notamment, où il y a peu de recrutement seigneurial, et donc on envoie un sergent recruteur qui va recruter le tout venant afin d'avoir des soldats. Alors ce racolage, une de ses problématiques, c'est qu'il se fait bon gré mal gré avec des méthodes d'encadrement assez limitées. Conséquemment, on considère qu'à partir du moment où vous avez bu un coup de trop et où vous prenez l'argent du roi, vous êtes fait soldat. Avec toute une série de méthodes plus ou moins contraignantes, notamment la méthode des fours utilisée à Paris, qui sont en fait des pièces dans lesquelles les recruteurs enferment des jeunes gens jusqu'à ce qu'ils finissent par signer leur acte d'engagement pour en faire un bon soldat. Donc ce recrutement par racolage contribue à donner une image assez négative du soldat qui se double de la mise en place des recrutements contraints. Hervé Drévion évoquait effectivement tout à l'heure la milice mise en place en 1688, donc qui est une nouvelle forme d'impôt en nature et qui est un impôt, comme beaucoup d'impôts sous l'Ancien Régime, foncièrement inégalitaire puisqu'il pèse grosso modo sur les paysans qui sont non seulement taillables et corvéables à merci, mais aussi, on va dire, miliciables à merci. Avec toute une pratique donc d'évitement qui va se mettre en place, de recours à des individus dont on va essayer de payer les services pour devenir milicien, etc., etc. Donc on a une image du soldat dans l'opinion qui est relativement, on va dire, négative. Et cette première évolution, elle se double d'une autre évolution importante, qui est que le soldat va être de plus en plus coupé de la nation. Alors pourquoi est-ce qu'il va être de plus en plus coupé de la nation ? Du fait même du renforcement du contrôle étatique sur l'armée. Il y a plusieurs aspects qui en témoignent. Alors le premier, ça va être notamment le casernement. Il faut savoir que traditionnellement, le soldat est logé chez l'habitant, ce qui entraîne toute une série d'inconvénients que vous pouvez facilement imaginer. Et donc le règne de Louis XIV va être un moment de casernement, alors intensif, le mot est fort, mais accru, qui repose notamment donc, d'une part sur l'action royale dans les citadelles, mais aussi sur l'initiative des villes, puisque le logement de l'habitant repose sur les habitants des villes. Et donc, pour s'exempter de ce fardeau, les villes vont de plus en plus construire des casernes afin d'accueillir les soldats et de les couper de la population civile. Un autre élément qui contribue à couper ce soldat à la nation, c'est l'adoption des uniformes qui sont mis progressivement en place sous le règne de Louis XIV, à la fois pour des raisons logistiques, d'optimisation on va dire, de la production de matériel, mais aussi pour des raisons disciplinaires, bien évidemment. L'autre facteur qui intervient, c'est l'évolution, le renforcement de ce qu'on appelle en anglais le drill, on va dire le dressage du soldat. Ce dressage, il est lié donc aux capacités combattantes du soldat, et il est déterminé par ce qu'on appelle généralement la révolution militaire, qui est toute une série d'évolutions qui interviennent à l'époque moderne, qui consacrent, pour aller très vite, le triomphe de l'arme à feu, et donc la pratique de l'entraînement au tir au mousquet. Il faut savoir qu'un mousquet à l'époque, ce n'est pas du tout un fusil comme aujourd'hui, c'est une arme complexe à manier qui demande 30-40 mouvements différents pour être manié de façon optimale, et donc on va dresser de façon très automatique les soldats à manier ces mousquets afin d'accroître la cadence de feu, l'idée étant de faire tirer le plus vite possible les soldats. Ce drill s'accompagne d'une transformation du corps du soldat qui se distingue de plus en plus du corps des habitants de la société civile, de sorte que le soldat est réputé être reconnu sur un simple coup d'œil à partir de cette époque. Et puis un dernier élément qui intervient, qui coupe le soldat de cette société civile, c'est les modes de sanction, de punition, on va dire, le régime juridique du soldat qui est très différent dans la mesure où il y a beaucoup d'arbitraire dans ce régime juridique. On peut prendre un seul exemple, qui est le cas de la punition pour la désertion. Il faut savoir que le déserteur à l'époque est puni de mort, donc ce qui est une sanction très sévère, qui renvoie à l'économie des peines de l'Ancien Régime, qui a pour but de dissuader par la terreur des châtiments, mais qui s'accompagne corollairement d'une grande flexibilité dans l'application de la peine, puisque de nombreux soldats sont amnistiés. On a très régulièrement des amnisties qui sont mises en place. Donc on voit un système de sanctions assez sévère qui pèse sur le soldat. Tous ces éléments donc, contribuent à couper le soldat de la nation, ils contribuent à changer son image dans la nation, c'est-à-dire qu'à l'époque de Louis XIV, le soldat est moins craint. Avant Louis XIV, c'est le soldat pillard, le soldat menace. À partir du règne de Louis XIV, on va avoir le sentiment d'un soldat qui est maîtrisé, mais qui commence à faire en même temps l'objet d'un apitoiement, on va dire. C'est le soldat qui commence à faire quelque peu pitié et couper donc de la nation. Tout ça pose la question de pourquoi est-ce que les soldats finalement arrivent à tenir dans ce système militaire qui tend à renforcer la présence étatique et la coupure de la nation. Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent être pris en compte. Le premier, tout simplement, c'est la désertion, c'est-à-dire que la désertion est un phénomène massif à l'époque de Louis XIV. On estime
après les travaux de Corvisier, que c'est 4000 hommes par an, donc c'est assez considérable, et qui témoignent de la capacité d'adaptation du combattant. Il ne faut pas croire qu'ils sont simplement victimes d'un système militaire, ils ont des marges de manœuvre. Une des marges de manœuvre d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle à l'époque le billardage, qui consiste tout simplement à quitter un régiment pour aller dans le régiment d'à côté pour se faire recruter. Pourquoi ? Parce que vous avez tout simplement une prime à l'engagement. Donc vous vous engagez, vous touchez votre prime, vous servez 2 mois, vous partez, vous allez ailleurs et vous allez vous faire engager. Donc bien évidemment, l'État Louis XIV cherche à lutter contre cela par un système de contrôle des individus, mais le contrôle reste extrêmement succinct à l'époque. Les autres éléments qui permettent notamment au système de tenir, c'est l'accroissement de la protection offerte par l'État. Donc l'État renforce son contrôle sur les individus, mais corollairement, il offre de plus en plus de protection. Le symbole, c'est bien évidemment la construction des invalides, qui est censé accueillir les blessés et les invalides des guerres Louis XIV. Et puis le dernier élément essentiel, c'est le rôle des officiers. En effet, ces officiers, ce sont des véritables médiateurs entre l'État et le soldat. Il faut savoir que le soldat, à l'époque, n'est pas recruté directement par l'État. Il est recruté par ses officiers par le biais d'un système de commissions. Grosso modo, l'État Louis XIV distribue des commissions de colonels et de capitaines, les colonels et les capitaines étant chargés du recrutement de leurs hommes. En échange, ils reçoivent une forme d'indemnité, sous forme de prime à l'engagement pour chaque soldat et sous forme de solde pour les soldats. C'est un système qui fait que le capitaine est quelque part propriétaire de sa compagnie, et notamment cette propriété elle a des conséquences pécuniaires, puisque souvent les capitaines contribuent de leur denier au financement de ces compagnies. Pourquoi ? Parce que l'État paye, mais l'État paye mal, et les soldes et les primes qu'il donne sont souvent inférieurs au coût réel d'entretien du soldat. La conséquence, c'est que très concrètement, les officiers donc, ont intérêt à protéger leurs soldats, les protéger contre une discipline trop sévère, les protéger contre des contraintes trop fortes, et ils jouent un véritable rôle de médiateur entre l'État et le soldat, de corps intermédiaire. On voit donc que c'est un système qui, pour le soldat, est finalement relativement paradoxal, puisqu'on a à la fois le renforcement du contrôle de l'État, de cette coupure par rapport à la nation, et en même temps un système qui tient parce que les officiers ont un rôle central de médiateur. Le problème, c'est que ces deux tendances sont quelque part un peu antithétiques, et que le renforcement de l'État rogne progressivement sur ce rôle des officiers, qui sont de plus en plus eux-mêmes encadrés. On va surveiller leurs dépenses, la manière dont ils contrôlent leurs hommes, etc. Ce qui fait qu'on a un système qui, par rapport aux soldats, est très problématique, puisque la question, c'est à partir du moment où l'officier va être remis en cause en tant que médiateur, quels sont les motifs de mobilisation du soldat ? Il n'y a pas l'argent, puisque la solde est faible et que les possibilités pour le simple soldat de s'enrichir au combat sont faibles. Il n'y a pas l'attachement à la nation, puisque le soldat est progressivement coupé de cette nation. Et il n'y a pas non plus de mobilisation à travers l'honneur, puisque l'honneur est une mobilisation réservée exclusivement à la noblesse et donc au corps des officiers. Donc on voit qu'on a un système à la fois qui témoigne d'un renforcement et qui pose en même temps des véritables problématiques sur ces hommes, sur leur mobilisation, des problématiques qui sont présentes dans les écrits des théoriciens du XVIIe siècle et qui vont éclater vraiment à l'époque des Lumières et conduire à la redéfinition du rapport entre le soldat, la nation et l'État. Merci beaucoup. On va finir ce tour de table avec vous, Jean-Pierre. Moi, on fait la guerre en général, pas pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Et c'était aussi une belle façon de conclure ce premier itinéraire que d'aller vers la finalité de la paix. Mais auparavant, je sais que c'est un thème que vous aimeriez développer, mais auparavant, je voudrais vous demander pourquoi, finalement, il y a cette ombre sur cet aspect-là du règne de Louis XIV. Finalement, grand roi, esthète, une intuition finalement de l'organisation du royaume et un chef militaire. C'est la faute à Louvois ? Non, pas du tout. C'est parce que les hommes sont des hommes et qu'il est toujours plus facile, plus brillant, plus éclatant, plus glorieux, plus pittoresque, plus émouvant de parler de la guerre que de parler de la paix. Parce que parler de la paix, même à l'époque de Louis XIV, en vérité, c'est très difficile. On peut en dire quoi ? Premièrement, et Louis XIV n'échappe pas à la règle, il fait la guerre pour faire la paix. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre, quelle que soit l'époque, et sauf quelques fous glorieux dont on pourrait faire la liste. Mais en réalité, quand on met une armée sur un champ de bataille et qu'on livre un combat, la victoire que l'on espère remporter, qu'on n'est pas sûr de remporter, elle a pour objectif de rétablir la paix. Mais il est beaucoup plus facile de décrire la bataille avec toute l'émotion qu'il y a dedans que de décrire le résultat qui est la paix. Parce que quel est son contenu ? C'est un ensemble d'équilibre entre tous les États ou les nations, puisque le mot est apparu là dans le débat, un état d'équilibre
que l'on va modifier parce que l'état précédent ne convenait pas bien. Moi, je compare la paix, c'est la seule comparaison vraiment valable qui me vienne, mais elle n'est pas très historique, quoi. C'est un instrument de musique dans un orchestre. Quand un orchestre joue, au moment où l'on commence la symphonie, auparavant, le premier violon donne le La et tout le monde répète le La. Et quand tout le monde, au mouvement du chef d'orchestre, s'engage, commence à jouer, et bien tout le monde a un La à 440 Hertz. Voilà. Et puis un quart d'heure après, c'est plus le cas. Et lorsque le premier mouvement est terminé, on a déjà des musiciens qui réaccordent l'instrument. Alors évidemment, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi, mais si, c'est parce que ça s'est désaccordé. Alors on réaccorde avant de reprendre la musique. La paix, c'est un état des relations entre les nations ou les États ou les monarques, ça dépend un peu de l'époque à laquelle on vit, le mot qui doit être privilégié, sur lequel, à un moment donné, tout le monde est d'accord. Par exemple, au lendemain d'une guerre, on signe un traité de paix. À l'époque de Louis XIV, on en a signé beaucoup. Je vais en parler tout à l'heure. Mais cet État, 15 jours après, il n'est déjà plus le même. Vous voyez, je prends un exemple qui cadre très bien avec l'histoire du règne de Louis XIV. À la fin du règne, après une guerre très difficile, elle vient d'être évoquée, la guerre de succession d'Espagne, après d'innombrables défaites, elles ont été évoquées, après un sursaut véritablement national, car Malplaquet, c'est un sursaut, c'est le résultat de l'appel de mars 1709, la bataille de Malplaquet, c'est une vraie bataille nationale, comme jadis, mais tout le monde l'a oublié, Bouvines. Eh bien, on signe enfin la paix, Utrecht, avril 1713, sur un ensemble de données d'équilibre de l'Europe qui, dès l'année suivante, sont mises à mal par la mort de la reine Anne et l'année d'après par la mort de Louis XIV. Alors, il aurait sans doute fallu tout recommencer. Et on n'a pas eu une nouvelle guerre de succession d'Espagne, il faut quand même le noter, parce que la paix, désormais, était bien assise. Alors, ça, c'est pas drôle à raconter. La paix, en fait, quand on la raconte, ça manque de morts. Il n'y en a pas assez. Ça manque de sang. Voilà. Dans la guerre, il y a des morts, il y a du sang. C'est beaucoup plus pittoresque. Et les livres d'histoire, moi, je me rappelle du vieux livre d'histoire que j'avais, collection Aymar, Solange Aymar, des illustrations, je ne sais pas qui les faisait. Eh bien, les illustrations, c'était toujours les rois en train de donner des coups d'épée. Voilà. Et c'est l'école de Malézac. Bon, les rois donnent des coups d'épée. Louis XIV fait la guerre pour faire la paix, pour faire sa paix, telle que lui la conçoit, dans les éléments d'équilibre de la paix à l'époque de Louis XIV, il y a la gloire du roi Louis XIV. Et elle a besoin d'être réaffirmée. C'est la guerre de dévolution a, entre autres, comme objectif de montrer qui est vraiment le patron dans cette Europe, c'est lui. D'autant plus qu'elle doit être facile, et elle a été facile. Mais la paix elle-même, Louis XIV la conçoit comme son véritable objectif et non pas l'objectif, la guerre. Dans cette maison-là, vous êtes quand même là dans le salon de la guerre, vous allez de la guerre vers la paix. Vous le savez, c'est en passant par la guerre qu'on va vers la paix. Bon, au-dessus de vos têtes, vous avez sur les plafonds de la galerie les représentations concrètes de la paix que Louis XIV a données comme programme à Charles Lebrun, qui sont très difficiles à décrire, ou alors on fait de l'histoire très générale. La paix, c'est l'autorité de l'État. La paix, c'est l'équilibre des finances. Voilà un mot très heureux pour nous aujourd'hui. La paix, c'est la majesté, l'impartialité, la justice. La paix, ce sont les communications, les canaux, le commerce. Ce sont des choses concrètes qui renvoient à l'histoire générale. Il y a un autre visage de la paix. Vous allez jusqu'au bout, c'est le salon de la paix en face, c'est le roi victorieux au lendemain de ses batailles. Alors ça, c'est l'autre visage. En réalité, pour revenir à ce terme de la guerre, qui est la paix, à l'époque de Louis XIV, moi je dirais qu'il faut l'aborder de deux manières. La première vient déjà d'être évoquée. On a parlé de stratégie, on a parlé de Vauban un petit peu.
il y a quand même un apport majeur à l'histoire de la France à l'époque du règne de Louis XIV qu'on n'a pas assez mis en évidence parce qu'on parle au lieu de cet apport, on parle d'économie, on parle d'entreprises qui tournent bien, on parle de population qui augmente. C'est le fait que sur le territoire du royaume, la guerre disparaît. Les soldats ne disparaissent pas, il y en a de plus en plus, on vient de vous le dire. L'armée ne disparaît pas, on invente même la milice. Au passage, Hervé, tu pourrais dire que les premiers miliciens, c'est quand même des pieds cassés et boiteux. On n'a pas envoyé les meilleurs, car au début, le recrutement, ce n'est pas le tirage au sort, c'est la paroisse qui désigne le milicien. Elle envoie toujours celui dont elle veut se débarrasser. Bon, ça, c'est un détail, ça ne va pas durer très longtemps. On va vite avoir des vrais soldats. Bon, ces aspects de la guerre n'empêchent pas que sur le territoire du royaume, il n'y a plus de guerre de Louis XIV jusqu'à la Révolution. C'est ça la paix, c'est l'absence de guerre. Voilà. Alors là, voilà une vraie définition de la paix, mais qui est faite toujours par rapport à la guerre. C'est l'absence de guerre. Et ça a un effet considérable sur la vie du royaume. Des régions entières se déshabituent de la guerre. On n'a plus les vieilles guerres féodales qui traînaient partout et tout le temps. On n'a plus les invasions comme l'invasion espagnole, Corbie, 1636. On n'a plus de faits de guerre, on n'a plus de batailles sur le territoire du royaume. Vous avez cité déjà tous quelques batailles. C'était en Hollande, c'était à Turin, ça pouvait être en Espagne, c'était pas sur le territoire de la France. On a la paix. Le résultat, c'est que quand, à l'époque de la Révolution, la guerre menace d'arriver en France, alors là, il y a un mouvement de panique qui se traduit par des mouvements politiques qui ont pu rappeler, pour les paniques, un peu 1636, après Corbie, mais pas pour le contenu politique, naturellement. La paix, c'est d'abord l'absence de guerre. Et avec l'absence de guerre, c'est l'absence des malheurs de la guerre. C'en est fini. Alors, il y a d'autres malheurs, ils viennent d'être évoqués. Il y a la milice, il y a l'impôt, il y a la mobilisation économique, on va dire plus généralement. Mais ce qu'on appelait les malheurs de la guerre traditionnellement, ceux dont la prière demande qu'on soit délivré, c'est le massacre qui suit le passage de toutes les armées. Les Français des années 1660, 80, 1700 ont en mémoire, eux, parce que c'est proche, la guerre de 30 ans, les invalides, les premiers invalides pour lesquels Louis XIV ouvre l'hôtel des Invalides. En 1674, la décision est prise en 70. Ce sont des soldats qui ont fait la guerre de 30 ans. C'est celle-là qu'ils racontent et qui y ont survécu, puisqu'ils sont invalides. Bon, il manque un bras, il manque une jambe, mais enfin la tête et le ventre sont toujours là. Alors les gars, ils marchent et ils racontent la guerre de 30 ans. Et la guerre de 30 ans, c'était des armées qui traversaient les pays et qui massacraient, pas par barbarie. Les gens ne sont pas plus barbares à cette époque qu'à une autre, mais parce que l'armée se nourrit elle-même. La guerre se nourrit elle-même. Bellum, seipsum, allet. La guerre se nourrit elle-même, c'est-à-dire qu'elle vit sur le pays. Ça, c'est terminé. Alors, l'économie du pays tourne peut-être au profit de la guerre, mais de manière réglée, de manière administrée, comme tu l'as très bien dit, avec les intendants derrière. Vous comprenez ? Autrement dit, malgré tout, il y a la paix. Et la paix, à qui est-elle due ? Aux stratèges ? Je ne sais pas. On vient d'employer le mot stratège. Faut rappeler qu'il n'est pas de l'époque. C'est un mot d'historien, naturellement, mais le mot est postérieur. En réalité, la guerre est certainement due à ce que j'appellerais simplement la conception. J'emploie le mot le plus vague. Je ne veux pas employer ni le mot stratégie, ni le mot tactique. Mais cette conception qu'on a de la défense du royaume, remise à Vauban, qui l'entoure d'une ceinture de fer, moi je préférais dire de pierre d'abord, elle est de fer ensuite parce qu'on met des canons dessus. Et Louis XIV, ça c'est un autre élément de la paix, un élément durable, il a donné une frontière à la France, et une frontière qui n'est plus forçable. Donc, c'est un élément de la paix. Alors, élément militaire, résultat, il met la guerre au dehors. Ça, c'est la vue intérieure, on pourrait développer de manière un peu kilométrique. Il y a l'aspect extérieur. La paix que Louis XIV fait, il l'introduit dans le royaume,
mais il l'a fait pour l'ensemble des équilibres de l'Europe. À cet égard, le règne de Louis XIV est extrêmement important aussi, car il entérine dans les faits ce qui a été fait pour la première fois de l'histoire européenne en 1648. Louis XIV n'était pas encore roi régnant. En 1648, au traité de Westphalie. Au traité de Westphalie, une nouvelle conception de la paix est parue en Europe. La paix, c'est l'aspiration des rois, des nations, des soldats, du paysan de base. Au Moyen-Âge, en gros jusqu'au XVIe siècle, jusqu'au règne de Charles Quint, la conception qu'on a de la vraie paix durable, universelle, chrétienne, ce sont les mots de l'époque. Je n'emploie pas le mot perpétuel qui apparaît dans les articles de paix, mais les traités de paix ne sont pas dits de paix perpétuelle. La conception qu'on en a repose en gros jusqu'au milieu du XVIe siècle. Je schématise un petit peu, sur une monarchie universelle. Un monarque au-dessus de tous les autres monarques, c'est l'empereur, évidemment, qui est au-dessus de tous les rois. Et quand l'empereur sera le suzerain dans cette espèce de pyramide de tous ceux qui seront sous lui, eh bien la paix régnera naturellement. Or, ça s'est brisé au XVIe siècle à cause de la naissance des nations. Les nations, on la voit vivre avec Malplaquet. Je rappelle, si j'ai le temps de faire une toute petite parenthèse, que le mot nation existe depuis très longtemps et que l'expression nation française, c'est pas sous Louis XIV qu'elle a été inventée, c'est Machiavel qui l'a inventée. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire comment Machiavel, je sors du sujet, mais c'est rigolo. Et puis c'est vrai en plus, c'est dans l'édition de la Pléiade, vous pouvez le trouver. Hein. Machiavel, ambassadeur de Florence, a fait 4 ambassades en France. Il revient de ses ambassades en 1512, il fait un rapport pour la République de Florence. Et il dit, eh bien moi, je suis allé en France 4 fois. Et attention, je vais vous dire quelque chose. En France, il y a quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs, il y a des Français. Il veut dire, je n'ai jamais vu ailleurs une nation qui se constitue. Hein. Et pour qu'on sache bien ce qu'est un Français, il en Cela donne... dit, vu de Florence, ça a dû lui faire bizarre, en effet. Ah oui, parce que c'était pas le vraiment... moins qu'on puisse dire. Hein, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et alors, les caractères qu'il donne, c'est à nous qui paraissent bizarres. Premièrement, il dit ils sont trop nombreux. Attention, il y en a partout. Hein. Évidemment, en gros, il a suivi la vallée du Rhône, la route de Paris. Hein. Il dit, deuxièmement, ils sont dangereux. Bon, naturellement, il a été détroussé 4 fois, à chacun de ses voyages. Alors, il n'aime pas trop les Français. Et c'est là que j'ai dit, l'idée de nation existe quand même. Le troisième caractère, c'est très original, les Français ne sont pas des Anglais. Alors, il dit, méfiez-vous. Hein. Bon, il faudrait interpréter, il faudrait développer un petit peu plus, mais ça veut dire que les mots apparaissent. Voyez. Bon, ce système s'oppose à l'existence d'une monarchie universelle. Les traités de Westphalie ont mis en place un autre système, un équilibre à deux très grandes puissances, l'Empire et la France. Tous les congrès de paix que tient Louis XIV, Nimègue, Ryswick, Utrecht, après chacune de ces longues périodes de guerre, confirment dans un système européen l'équilibre entre ces deux grandes puissances. L'équilibre a remplacé la monarchie universelle. Et, selon le mot de Bismarck, postérieur à Louis XIV évidemment, dans un équilibre à deux, l'important c'est d'être le troisième. Alors le troisième, il a varié jusqu'à ce que ce soit, c'est pourquoi j'ai cité Machiavel, le meilleur des troisièmes qui soit le troisième. Il y a eu l'Espagne, il y a eu la Suède, il y a eu la Hollande, il y a eu en fin de compte, à Utrecht, le troisième, c'est l'Angleterre, à laquelle nous ne ressemblons pas, ça c'est sûr, et qui tire son épingle du jeu en étant à l'extérieur de ce système d'équilibre, celui qui accorde la balance, le mot anglais balance, qui remplace le mot français équilibre. Ce système d'équilibre a été maintenu et a fait la paix du XVIIIe siècle, il ne faut pas l'oublier. Le XVIIIe siècle, ce n'est plus un siècle de guerre, comme l'un de vous l'a dit, où une année sur deux, c'est la guerre. Au XVIIIe siècle, ce n'est plus le cas. L'équilibre fonctionne. Et cet équilibre avec Louis XIV résulte d'une pratique qu'il n'a pas inventée non plus, qu'il a confirmée depuis Westphalie, qui est, alors c'est une très grande invention dans l'histoire, il manque les mots pour le dire, parce qu'ils ne sont pas du tout de l'époque, mais qui est la création d'une sorte d'assemblée européenne
qui n'est pas permanente, puisqu'elle est réunie à l'occasion des congrès. Donc, à l'occasion du congrès de Nimègue, à l'occasion du congrès de Rijswijk, à l'occasion d'Utrecht. Et cette Assemblée européenne, faite des représentants des souverains, qui les nomment, eux-mêmes, c'est des plénipotentiaires, qui arrivent avec un cortège de secrétaires, de traducteurs, de courtisans et d'inutiles, ce qui fait qu'il y a du monde au congrès, tient ces séances pendant très longtemps. Ça dure longtemps, un congrès, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a commencé les premières réunions à Gertruydenberg en 1708, avant de conclure en 1713. Bon, 5 années pendant lesquelles la guerre continue. La guerre continue toujours pendant qu'on négocie la paix, à la vitesse où l'on négocie la paix à cette époque et à la vitesse où on fait la guerre. Il faut le dire, on ne fait pas la guerre très vite. Les armées d'abord marchent à pied. Les communications, elles ne se font pas par téléphone portable, mais par des messagers qui chevauchent. Donc tout va beaucoup plus lentement. La paix est toujours très longue. Donc on a l'habitude de voir exister en Europe une sorte d'assemblée que moi je dis européenne. C'est-à-dire faite d'abord des 2 puissances qui se battent, toujours les mêmes. Si l'équilibre est à rétablir, c'est entre les 2 puissances de l'équilibre. Et toutes les autres puissances qui sont numéro 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7, et beaucoup d'autres puissances qui arrivent en tant que médiateurs, témoins. Ils participent au débat, pas forcément à la guerre, mais au débat de la paix. Ça a été le cas de la Suède à l'époque de Charles XI, par exemple. Bon, et ce sont des assemblées européennes. Et à cet égard, l'invention date de Münster et Osnabrück. C'est clair. Mais rien ne pouvait assurer qu'elles survivent à 10, 12, 15 années de paix. Avec le règne de Louis XIV, c'est fait. L'idée, ce qui manque, c'est que cette assemblée soit permanente. Mais l'idée qu'une assemblée européenne règle la paix en Europe, qui permette à tout le monde de se voir, de parler, de se rencontrer, à l'époque en français, pas en anglais. Et ce n'est plus tellement en latin. Au XVIIIe siècle, le latin commence à être un peu en recul. Eh bien, c'est un apport, ça, de cette politique belliqueuse de Louis XIV, incontestablement. C'est donc des progrès considérables dans l'histoire de la paix. Il faut le dire. Merci beaucoup pour cette intervention. On avait vu l'année dernière que Louis XIV souffrait, on dirait aujourd'hui, l'anachronisme aidant, d'une forme de complexe d'infériorité, par exemple, sur sa culture. Il se sentait non pas inculte, mais voilà, il y a quelques aveux où il dit que sa formation classique. Bon, est-ce que sur la guerre, est-ce qu'on sait comment il a été formé à l'art de la guerre, et est-ce que ces déconvenus militaires peuvent avoir un lien avec des lacunes de sa formation initiale ? Qui le sait ? Oui. Ce que l'on sait... Tous les 4, normalement. Voilà. Par définition. Ce que l'on sait de la formation militaire de Louis XIV, c'est d'abord une formation finalement qui ressemble à celle qu'ont reçue ses officiers, c'est-à-dire une formation au ras de la pratique. C'est-à-dire qu'il apprend à monter à cheval, il apprend à manier l'épée. La danse. Et la danse, évidemment, qui est une science militaire. C'est ce qu'on apprend dans les académies de gentilshommes à l'époque. C'est tout. Il n'y a pas d'éducation théorique. Le XVIIe n'est pas un grand siècle en ce qui concerne d'ailleurs la théorie de l'art militaire. Les traités qui se publient au XVIIe siècle sont des traités qui concernent l'organisation de l'armée, la discipline, comment faire un bon soldat, comment régler le feu, etc. Mais ce ne sont pas des traités de réflexion stratégique. Ça, c'est le XVIIIe siècle qui l'apportera avec des très grands théoriciens. J'ajouterais même, les grands généraux n'écrivent pas, ou quand ils écrivent, ne publient pas. Voilà. Turenne n'a rien publié. Condé n'a rien écrit. Turenne n'a rien publié. Montecuccoli, chez les Autrichiens, a beaucoup écrit, plusieurs traités, dès 1640, quand il est prisonnier en Poméranie. Il a commencé à écrire. Il n'a rien publié de son vivant. Et ça confirme exactement, ce n'est pas le XVIIe qui écrit. Montecuccoli n'est publié en italien qu'en 1703 et en français en 1712. En même temps qu'on voit bien que vont s'achever les négociations qui mènent
à Wesseling. Et à ce moment-là, il est très lu, mais il est lu au XVIIIe. Louis XIV, à part Jules César, il n'a pas de bouquin d'histoire militaire à lire. Ça lui manque un peu. Enfin, César, c'est déjà pas mal. Hervé Drévillon. Jean-Philippe. Non, juste pour rappeler aussi qu'il a reçu une bonne formation pratique, je dirais, pas théorique, mais de la part de son parrain, Mazarin, qui l'a accompagné parfois dans certaines campagnes militaires à la fin de la guerre contre l'Espagne. Donc ça, c'est une formation qui est sur le terrain et qui l'a influencé. Et après, je pense que Louis XIV se forme finalement sur le tas, en participant aux guerres. Il s'intéresse quand même beaucoup aux questions militaires. C'est peut-être les questions qu'il a suivies de près du début jusqu'à la fin de son règne, et encore plus à la fin de son règne, puisqu'à partir de la mort de Louvois, c'est lui qui prend en charge toute la correspondance avec les généraux. Donc c'est un travail colossal qu'il va mener à ce moment-là. Et avant, il s'est toujours beaucoup intéressé aux affaires militaires. Autant dans les années 1660, on peut considérer qu'il est un peu sous la coupe de Turenne, qu'il considère comme un peu son mentor et qui va lui apprendre un petit peu les rudiments de la guerre. Mais assez vite, Louis XIV commence à en avoir un peu marre d'avoir une sorte de tuteur. Et autant la première année de la guerre de dévolution en 1667, c'est l'apogée de Turenne qui mène toute la campagne avec brio. À la fin de l'année, Louis XIV en a un petit peu marre et considère qu'il sait un peu faire la guerre. Et donc, c'est pas qu'il va renvoyer Turenne, il est indispensable, il ne peut pas se permettre ça. Mais il va par exemple rappeler Condé, donc un autre général brillant qui, pour commander une autre armée, et donc en quelque sorte signifier à Turenne que ce n'est plus qu'un général parmi d'autres qu'on utilise, etc. Et par la suite, les autres campagnes, Louis XIV va les mener, les suivre attentivement, même si dans la guerre de Hollande encore, il fait confiance généralement à ses généraux, il ne prend pas d'initiative tout seul sur un coup de tête, ce genre de choses. Et ça ne sera jamais d'ailleurs la manière de faire de Louis XIV. Louis XIV n'est pas celui qui impose ses volontés contre l'avis de tous, c'est plutôt quelqu'un qui écoute, pratique le dialogue, et donc si on le convainc par des bons arguments qu'il ne faut pas faire telle ou telle opération, généralement il en est convaincu et il suit l'avis général. Jean-Philippe, c'est là. Pardon. Oui, et Louis XIV finit quand même. D'abord, je pense qu'il a une vision stratégique tout à fait pertinente, et c'est quand même quelqu'un qui, à la fin de son règne, est capable de percevoir non seulement les enjeux, mais aussi la façon d'atteindre ces enjeux. Ce qui me frappe, par exemple, c'est que l'ultime rétablissement de la situation à la fin de la guerre de succession d'Espagne, qui est la bataille de Denain, et la fameuse manœuvre de Denain, eh bien, Louis XIV en conçoit le plan. C'est lui qui comprend que les Alliés se sont enferrés finalement dans le réseau des places fortes françaises, et qu'il suffirait de couper leur ligne logistique pour que l'armée alliée se retrouve totalement dévitalisée. Il le comprend, et c'est lui qui envisage d'abord cette manœuvre qui ensuite sera reprise et appliquée par Villars. Donc je pense que Louis XIV reste on peut le dire, un grand stratège, un bon chef de guerre, et même si la dernière guerre, la guerre de succession d'Espagne, est difficile, mais malgré tout, on peut dire quand même une guerre gagnée. L'objectif, c'est de faire monter Philippe V et de consolider Philippe V sur le trône d'Espagne. Il est atteint. Il reste malgré tout un grand roi de guerre, parce que si on fait le bilan quand même des provinces annexées, l'Artois, le Roussillon, la Franche-Comté, l'Alsace, etc. Tout ça, malgré tout, est à mettre à son crédit, et au crédit, je crois, d'une certaine vision, de ce que sont les équilibres européens. Et il me semble aussi que Louis XIV est celui qui est parvenu à aller au-delà de l'obsession espagnole, parce qu'il faut bien voir que le règne de Louis XIV commence avec cette obsession espagnole. C'est-à-dire, l'Espagne, c'est la grande puissance du XVIIe siècle, et l'Espagne est vaincue en plusieurs fois, et Louis XIV, finalement, comprend que l'Espagne, à la fin de son règne, n'est qu'une pièce dans un dispositif plus large, et il a eu, je crois, cette capacité à comprendre les grandes évolutions géostratégiques de son époque. Vous partagez
Je pense qu'effectivement, c'est Vous êtes très élogieux quand même. plutôt ça. un bon stratège. Je pense que ce qui permet d'expliquer un peu les défaites de la guerre de succession d'Espagne, c'est paradoxalement quelque chose qu'on n'attend pas de Louis XIV, c'est qu'il s'est montré un peu laxiste face aux mauvais généraux. Donc on s'attend à ce que le roi de Louis XIV, roi très autoritaire, dès que quelqu'un fait quelque chose de travers, il soit renvoyé. En fait, c'est pas du tout ça. Louis XIV fait toujours confiance à ses généraux. Il faut énormément de défaites pour qu'il renvoie quelqu'un. On reparlait déjà de Villeroy, donc c'est un proche de Louis XIV, il l'apprécie beaucoup humainement, même si ce n'est pas un bon stratège, mais il va falloir attendre une série de désastres pour que Villeroy ne commande plus d'armée. Et donc là, il a sans doute attendu trop tard. Et il aurait préféré, il aurait mieux valu renvoyer ce type de généraux plus tôt, ce qui aurait évité des désastres. Et à la fin, il va refaire confiance à des bons généraux, mais bon, entre-temps, on a essuyé tout un tas de défaites qui auraient pu être évitables. Donc c'est un peu les paradoxes parfois de l'absolutisme royal. Il ne faut pas oublier que devant lui, il a aussi des bons généraux qu'il n'avait pas au début du siècle. Au début du siècle du règne de Louis XIV, dans ses premières guerres, il y a Montecuccoli, hein, mais c'est tout. Tandis qu'à la fin du règne, il y a quand même Marlborough, il y a le prince Eugène, il y a le saxon Schulenburg, qu'on ne cite pas beaucoup, mais qui est du même niveau. Bon, il n'a pas combattu sur les mêmes fronts. Alors, il combat moins du côté français ou franco-espagnol. Hein. Mais quand on a devant soi Marlborough et le prince Eugène, c'est quand même aussi un peu logique qu'on soit battu. Hein. Alors, bon, Villeroy, s'il était ce qu'il était, il n'est pas au niveau des autres, c'est vrai. Mais par qui aurait-il pu le remplacer ? Il reste encore Villars, Vendôme, qui était quand même plutôt d'un meilleur niveau. Même Philippe d'Orléans n'était pas mauvais aussi. Oui, mais là, c'est plutôt des jalousies familiales. Oui, mais il ne faut pas oublier les autres. Hein. Ça compte aussi. Et je reprends ce que tu as dit, Hervé, sur la vision que Louis XIV a des équilibres qu'il réajuste territorialement, constamment, au profit de la France et en ayant des provinces en plus. Hein. Il y a quand même un domaine qu'il a loupé, c'est la mer. Qu'il a laissé aux Anglais. Il ne faut pas l'oublier, ça. Chacun sait que dès qu'on parle d'histoire maritime en France, on est un peu confus. Hein. Oui, on baisse le nez. Mais c'est parce qu'on ne peut pas avoir en même temps un réseau de fortification et une marine puissante. C'est hors de portée des finances telles qu'elles sont à cette époque. Et toute l'histoire, d'ailleurs, militaire de la France, hein, c'est l'histoire de cet arbitrage impossible, c'est-à-dire être à la fois une puissance continentale avec des frontières difficiles à défendre, donc très coûteuses à défendre, et être en même temps une puissance maritime. L'Angleterre, c'est facile. Dans les années 1620, Francis Bacon écrivait « L'Angleterre a ce privilège qu'elle peut ne prendre de la guerre que ce qu'elle veut. » Ça résume merveilleusement bien la politique anglaise. L'Angleterre fait la guerre jusqu'au point où elle a décidé que ses intérêts étaient là. Et quand elle cesse, par exemple, juste avant Denain, en 1711, quand elle cesse de considérer que ses intérêts sont vérifiés et consolidés par la guerre, elle se retire. Elle a ce privilège parce que c'est une île. Et donc, elle a la possibilité de n'investir que dans la marine. La France, elle, est obligée d'entretenir ce coûteux réseau de fortifications et on ne peut pas en même temps construire la plus grande marine du monde. Ou alors on y arrive, mais à des moments qui ne durent pas très très longtemps, entre 1690 et 1692. Et voilà. Enfin, l'Angleterre, c'est la marine et les colonies. L'Angleterre, elle a déjà la vision du monde. En 1713, au traité d'Utrecht, elle ramasse déjà l'Acadie. Hein. Bon, elle pense loin devant. Et Louis XIV la laisse filer. Louis XV, après, laissera filer le Canada. Hein. Bon, effectivement, enfin, je dis la même chose autrement, mais vous le savez déjà, l'Angleterre est une île et ça se voit. Hein. Oui, je pense que Louis XIV n'a pas tant que ça raté, à mon avis, la mer. Bon,
il n'a pas tout développé, il n'a pas tout compris. Effectivement, c'est un terrien, c'est un continental. Pour lui, la France, c'est avant tout une puissance continentale. Et quand on regarde les frontières de la France, on ne peut pas lui donner tort de ce point de vue-là, quoi. Mais il faut quand même rappeler que sous Louis XIV, on reconstitue une des marines très puissantes. Jamais la France n'a eu une marine aussi puissante qu'à cette époque-là. Et on réussit l'exploit vers, que tu l'as dit, en 1690, où la France a la première armée d'Europe et la première marine d'Europe. La France fait à ce moment-là face à la fois l'Angleterre et les Provinces-Unies. Elle remporte même une victoire, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences, celle de Bévésier, mais quand même. Donc, et elle a remporté des victoires auparavant aussi sur mer. Donc c'est une victoire qui compte, c'est une marine qui a réussi à faire ses preuves, mais effectivement, quand la France se retrouve quand même en guerre face à toute l'Europe et qu'il faut choisir entre la marine et l'armée, il n'y a pas photo, on choisit forcément l'armée. Et à ce moment-là, on est obligé de passer une guerre de course sur mer qui va devenir ensuite la spécialité un petit peu française et que d'ailleurs Vauban conseillait vivement. Et ceci dit, ça renvoie aussi, ce que tu soulignes, à un déséquilibre progressif dans les guerres du XIVe au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu diplomatique fort entre la guerre de dévolution, où l'opposition, c'est essentiellement l'opposition à l'Espagne, et la guerre de succession d'Espagne, où la France se retrouve contre l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, les Habsbourg d'Autriche qui ne sont plus pris dans leur conflit ottoman. Et donc, il y a un véritable déséquilibre numérique qui oblige là à des choix tout simplement stratégiques et à des choix en termes d'optique maritime, terrestre. Effectivement, là, il y a les revers Louis XIV, ils sont aussi, j'ai envie de dire, des revers d'équilibre numérique. On part d'un royaume qui dispose d'une force militaire prépondérante en Europe au début, mais qui, face à une coalition militaire, n'a plus cet avantage du nombre, très concrètement, à la fin des guerres Louis XIV. Y a-t-il, Hervé Drillon, on a beaucoup analysé l'année dernière dans nos rencontres la structure de la cour, à quel point il y avait la métaphore du pouvoir et de toute sa mécanique. Est-ce qu'il y a la même chose dans l'investissement de la noblesse aux côtés du roi dans la geste militaire ? Oui, absolument. C'est-à-dire que la noblesse considère que c'est son devoir de faire la guerre. Et Arnaud évoquait tout à l'heure la question du ressort de l'honneur qui manquait aux soldats. C'est vrai, il n'y a pas d'honneur à gagner quand on est soldat. En revanche, pour la noblesse, c'est absolument déterminant. C'est d'autant plus important que, comme le rappelait aussi Arnaud, servir à la guerre, c'est servir à ses dépens. Ça coûte cher, ça coûte très cher de faire la guerre. On y investit massivement. Il faut rappeler que c'est un système donc, où l'officier, comme le disait Arnaud, est un entrepreneur de guerre et lorsque son entreprise est en déficit, il y va de sa poche. Et par ailleurs, c'est une époque où les charges sont vénales, elles s'achètent. Et ça coûte très cher. Et lorsque une famille d'officiers s'endette pour acheter une charge, elle sait que cette charge peut être perdue par la mort de l'officier. Et dans ce cas-là, il y a des exemples de drames familiaux, c'est-à-dire où l'officier, pour pouvoir emprunter, est obligé de gager, d'hypothéquer tous ses biens, ses terres, son château, etc. Et lorsqu'il meurt, eh bien, il faut bien rembourser les créanciers. Et à ce moment-là, on trouve des familles qui sont ruinées, au point d'ailleurs que la monarchie est obligée de prendre des mesures qui suspendent à la fin de chaque guerre, c'est vrai en 1698, c'est vrai en 1714, on suspend la saisie des biens de tous les officiers, de toutes les familles d'officiers qui se sont endettés au service du roi. Donc oui, c'est un ressort essentiel. André Corvisier estime que environ 40% des chefs de famille nobles servent dans les armées du roi. C'est donc quelque chose de tout à fait considérable. Ce qu'il faut toutefois remarquer, c'est que les nobles ne suffisent pas. C'est-à-dire que les besoins sont tellement importants qu'on a aussi besoin de recruter des officiers roturiers. Et c'est aussi le paradoxe de cette époque, c'est que finalement cette armée très aristocratique n'a jamais été aussi méritocratique. Très paradoxalement, on le voit dans certains corps, par exemple. Prenons les gardes du corps. Les gardes du corps, c'est 4 compagnies de cavaliers qui appartiennent à la maison du roi. C'est vraiment la garde rapprochée du souverain, c'est vraiment l'éclat de la grandeur militaire que ces soldats incarnent. Eh bien,
pour entrer dans les gardes du corps, il suffit d'être un bon cavalier qui a fait ses preuves à la guerre. Et on peut même monter en grade par des systèmes de promotion interne, ce qui fait que vous voyez des officiers, qu'on appelle des officiers de fortune, qui sont des gens sans naissance, mais avec des mérites militaires, on les voit progresser dans la carrière. On peut estimer à environ 75% la part des officiers d'origine noble, ce qui laisse 25% pour les roturiers. Alors, c'est peu au regard des proportions dans la population, mais c'est considérable pour l'époque. Ça veut donc dire que ces guerres-là ont favorisé l'émergence aussi d'une culture du service de l'État avec des éléments d'évaluation et de valorisation qui échappent justement à la culture noble. Et l'armée, qui construit tout son idéal sur les idéaux aristocratiques et chevaleresques, introduit par ailleurs cette culture du service qui dépasse l'idéal de la noblesse. Et très paradoxalement, c'est une arme comme la cavalerie, que l'on dit toujours très aristocratique, etc., qui est également la plus méritocratique. 40% des lieutenants de cavalerie sont d'origine roturière, parce que c'est l'arme elle-même qui est porteuse de cet idéal aristocratique, mais au sens étymologique, c'est-à-dire les meilleurs. Et les meilleurs, ça intègre des dimensions qui vont au-delà de la naissance. Or, tout ça disparaît lorsque Louis XIV cesse de faire des guerres, puisque finalement le nombre de places disponibles pour être officier se restreint. Et après le règne de Louis XIV, le règne de l'argent et le règne de la naissance s'installent dans l'armée, qui devient beaucoup moins méritocratique. Il y a aussi le fait, il faut le dire, que les officiers meurent au combat. Voilà. Il ne faut pas l'oublier. Ils donnent beaucoup, les officiers. Je n'ai pas les proportions par grade, comme on l'a pour la Première Guerre mondiale. Mais enfin, les lieutenants et les capitaines, ça descend. 1 sur 3, en gros, à peu près. 1 sur 3 meurt au combat. Oui, c'est considérable. Meurt à la guerre, disons. Oui. On va d'ailleurs très concrètement aux modalités même du combat, c'est-à-dire que sur un champ de bataille, l'officier est placé en tête de ses hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le rang, contrairement aux exigences théoriques de la discipline militaire de l'époque. C'est-à-dire que la logique militaire de l'époque, c'est qu'on aligne les hommes, on fait des bataillons qui sont des bataillons linéaires pour augmenter notamment la puissance du feu. Et l'officier est devant, il a une position de guide, et les bas officiers eux, sont derrière, où ils ont une position de taper sur un soldat qui veut fuir le rang. Mais il y a vraiment cette dimension de l'honneur qui explique très concrètement les pertes des officiers et qui souligne là aussi l'idéologie de l'honneur qui anime ces hommes et qui s'oppose à l'homme du rang qui, lui, est anonyme dans le rang, très concrètement dans l'espace tactique. Il n'a pas de possibilité de s'illustrer, de même qu'il n'a pas de possibilité de s'illustrer en vertu de son absence de patronyme. Le soldat, quand il rentre dans le corps militaire, reçoit un surnom, la fleur, la violette, la rose, tout ce que vous voulez, ce qui fait que vous ne pouvez pas devenir un héros à partir du moment où vous êtes la rose comme 150 soldats parmi vous. Donc il y a cet anonymat à la fois institutionnel et tactique qui s'oppose au contraire à la mise en exergue de l'officier à la fois sur le champ de bataille et aussi dans l'illustration de son nom, qui est le nom bien évidemment de sa famille et l'héritage qu'il doit lui-même revaloriser. Merci infiniment à nos 4 intervenants pour la qualité de ces interventions et de ces échanges. Merci à vous et je vous dis à bientôt puisqu'on a une prochaine séance prévue le mois prochain. Bonne soirée à vous.